Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Le président de la République est arrivé hier après-midi à Accra, au Ghana. Sur place, le chef de l'État prendra part aujourd'hui au 45e sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Ibeka a rencontré la forte communauté vivant dans ce pays. Au cours des échanges, il a été question de la situation politique et sécuritaire au Mali. Envoyés spéciaux, Ibrahima Koulibaly, Amadou Sankare. Aéroport international Kotoka d'Accra. Le président de la République, à sa descente d'avion, est salué par un détachement de l'armée ghanéenne. Ensuite, place à cet accueil populaire que lui ont réservé les Maliens vivant dans ce pays. Et c'est à cette communauté que le chef de l'État a ouvert son agenda. Ici vivent plus de 20 000 Maliens qui se retrouvent dans les activités comme le pétrole ou le commerce général. Ils proviennent surtout des régions du nord de notre pays et du pays d'Ogon. Cette initiative du président de la République de rencontrer ses compatriotes est bien appréciée ici. Mais le président de la République est la voix officielle qui, en communiquant à la communauté ici ce qui se passe ici au Mali, permettra aux Maliens d'ici d'avoir la conscience tranquille. La deuxième des choses, c'est le processus de réconciliation du Nord. C'est un processus qui tient à cœur à tous les Maliens. La communauté malienne au Ghana est forte de plusieurs milliers de personnes. Il faut rappeler que c'est l'intensification et le dynamisme des échanges commerciaux aux premières heures des indépendances qui ont favorisé, en grande partie, l'établissement définitif de familles maliennes à Koumassi d'abord, puis à Accra et progressivement dans tous les terroirs du pays. Nos compatriotes au Ghana, dans leur grande majorité, surtout en ce qui concerne sa tranche juvénile, sont de plus en plus confrontés à certains problèmes, dont la mise en application de nouvelles dispositions réglementaires qui rétrécit amplement les domaines d'activité économique dans lesquels peuvent évoluer désormais les étrangers vivant au Ghana. Au cours de cette rencontre, le président Keïta a informé cette communauté de l'évolution de la situation actuelle au pays. Aujourd'hui, il y a eu un cessez-le-feu que nous respectons. Et nous aimerions bien que nos frères des groupes armés respectent le cessez-le-feu. Mais on voit qu'ils vont partout pour s'installer dans de nouveaux endroits où ils n'étaient pas auparavant, y compris dans le Gourmand. On est au courant. Malgré tout cela, nous disons nous voulons la paix. Notre pays, notre peuple ont besoin de paix. Sans la paix, on ne pourra jamais construire le Mali. Et aujourd'hui, l'Algérie a réussi à convaincre tout le monde de venir là pour parler. Donc, pour parler, les échanges vont débuter en Alger dès ces jours-ci là. Et quand nous arriverons à une compréhension qui permettra d'avoir un accord réel cette fois-ci, on le fera au Mali. Pourquoi? Parce que si les pourparlers doivent se tenir sur une période que je ne sais pas aujourd'hui, dont je ne sais pas la durée aujourd'hui, je ne saurais vous la dire. Mais quelle que soit cette durée, nous espérons que ce temps va nous permettre de mieux nous comprendre pour nous rapprocher. Et si nous nous comprenons avec nos frères des groupes armés et nous nous rapprochons, nous sommes tous des Maliens. Chacun qui tombe est un Malien. Il faut qu'on arrête les frais. Donc si nous attendons sur un accord à signer, cet accord devra être signé au Mali. Parce que ce sera la preuve que la confiance est revenue entre nous et que nous pouvons nous retrouver en terre malienne pour signer un accord. C'est ça qui va commencer. Et je demande à chaque Malienne, à chaque Malien de prier pour que cette fois-ci, on ait un accord de paix global, définitif et attendu par chacune et chacun d'entre nous. Aussi est-il revenu sur l'achat de l'avion de commandement. Pour lui, certaines mises au point sont nécessaires. Je vous demande, mes chers frères, est-ce qu'aujourd'hui,
un pays au monde peut se défendre, dire au reste du monde ce qu'il est, si le chef de l'État n'a pas les moyens d'aller là et là, ici et là, pour dire le pays et défendre le pays. En conscience, chacun peut répondre à cela. Nous louions un avion. La location est tellement chère qu'en 2 ans, ça nous aurait fait le prix d'un avion. Donc le gouvernement, je dis bien le gouvernement, a décidé que l'on achète un avion dans des conditions de très grande clarté sur 5 ans. Et voilà le problème. Voilà le problème. Certains Maliens qui se disent responsables, qui disent aimer le pays, ont dit n'importe quoi, ont écrit à la Banque mondiale, au Fonds monétaire, pour mettre le Mali en cause. Et depuis tous les bruits que vous entendez, je suis tranquille dans ma tête et dans mon cœur. Cet avion n'est pas pour Ibrahim Boubacar Keïta. Il est écrit dessus République du Mali. La rencontre avec la communauté malienne a pris fin par une prière. Ici à Bamako, le Premier ministre Moussa Mara a reçu une délégation des Nations Unies conduite par son secrétaire général adjoint en charge des opérations de maintien de la paix et du directeur exécutif du Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime. Écoutons les deux à leur sortie d'audience au micro de Nouhoum Sissoko. Nous avons fait le point sur la situation, sur notamment le rôle que joue la MINUSMA dans la stabilisation du pays et sur à la fois le suivi du processus de cessez-le-feu du 23 mai, mais également sur tout l'appui que nous apportons aux consultations qui sont engagées avec l'appui de plusieurs entités, y compris plus récemment l'Algérie, pour progresser sur la voie de la réconciliation nationale et vers un accord de paix. Donc il y a plusieurs échéances importantes, des échéances diplomatiques dans les jours qui viennent. Évidemment, je le redis, nous sommes en appui sans réserve. C'est ce que nous a demandé la dernière résolution du Conseil de sécurité qui vient de renouveler le mandat de la MINUSMA. Et c'est l'occasion de saluer le rôle du représentant du secrétaire général qui est plus que jamais impliqué dans toutes ces activités. Nous travaillons comme une équipe et je dois vous annoncer qu'il y a quelques jours que l'UNEDC est représentée au Mali au sein de la MINUSMA avec un expert très qualifié en matière de la crime organisée et de la lutte contre les drogues et le terrorisme. Et je crois que nous allons renforcer davantage nos positions. Ce qui se passe au Mali est une priorité pour l'UNEDC. Nous croyons que nous pouvons faire beaucoup plus avec la détermination et l'engagement politique du gouvernement du Mali, mais aussi avec l'appui de la communauté internationale. Le ministre du Commerce, Abdelkarim Konaté, a réuni hier après-midi les cadres de la Direction nationale du commerce et de la concurrence. L'un des objectifs de la réunion était d'inviter ses interlocuteurs à rester mobilisés dans le cadre du suivi de l'approvisionnement correct des marchés en produits de première nécessité. Le point avec Brahma Traoré. Plus de 50% des missions du département du commerce sont exécutées par la Direction nationale du commerce et de la concurrence. Raison suffisante pour le ministre Abdelkarim Konaté d'accorder une attention particulière à cette structure. En la visitant ce mardi, il a voulu toucher du doigt les préoccupations du personnel. Aujourd'hui, les principales préoccupations des agents du commerce et de la concurrence sont énormes. Surtout la formation de nos agents, la motivation et
Aujourd'hui, nous travaillons dans un local qui n'est pas approprié. Le ministre Konaté en a fait le constat. De la section analyse des prix et prévisions à la division météorologie et contrôle de la qualité, en passant par le centre informatique et de la documentation, les visiteurs du jour ont pris note et promettent de se battre pour changer le visage du service. En attendant, un fonds de plus de 300 millions de francs CFA sera investi pour son informatisation. Cette activité permettra l'interconnexion de la direction nationale aux directions régionales du commerce et de la concurrence et à la direction générale des douanes. De quoi expliquer cette convergence de vues sur l'engagement du ministre Abdelkarim Konaté. Depuis que nous avons eu M. Konaté comme ministre, la situation s'est beaucoup améliorée. Parce que la DNCC traversait une période léthargique. C'est grâce à son appui que nous sommes sortis de cette situation. Nous avons une météorologie aujourd'hui qui marche très bien. En retour, le chef du département du commerce attend de ses agents plus de sérieux, de professionnalisme et de compétences pour redorer davantage l'image de la DNCC. Occasion d'insister sur certains points qui lui tiennent à cœur. Il s'agit en l'occurrence de la redynamisation des structures de contrôle, la redéfinition de la typologie des infractions en matière de commerce et le suivi correct des dossiers de contentieux, conditions indispensables pour réussir les missions de la DNCC. La Direction nationale du commerce et de la concurrence a pour mission de protéger les consommateurs, de vérifier les instruments de mesure. Nous avons aussi pour mission fondamentale le suivi des prix et des stocks, des denrées de première nécessité, pour qu'il n'y ait pas de flambée. Comme dirait l'autre, une nation reconnaissante et récompense toujours ses dignes fils. Et le Mali ne fera pas exception à la règle selon le ministre Konaté, pour qui le mérite sera reconnu et récompensé, les fautes punies. Incident sur le site d'orpaillage de Kobada, arrondissement de Kangaba. Le ministre des Mines coupe court aux rumeurs et édifie les journalistes. C'était hier après-midi à la faveur d'une conférence de presse, suivie par Cheikh Marsangari. Début juin dernier, le gouvernement a interdit toute activité d'orpaillage pendant la saison des pluies. Cette mesure vise non seulement à éviter les nombreux accidents sur les sites d'orpaillage constatés en période hivernale, mais aussi à protéger les productions agricoles de plus en plus abandonnées par les jeunes au profit des activités minières. C'est au cours d'une mission de surveillance pour l'application du dit arrêté que des gendarmes ont été attaqués par un millier d'orpailleurs à Kobada dans les cercles de Kangaba. Mais dans leur repli, les gendarmes sont partis sur le site d'AGG parce que ça fait à peu près une année. Ils ont une base là-bas à la demande du gouvernement malien pour protéger et sécuriser le périmètre de la société minière AGG qui avait déjà fait l'objet d'une attaque il y a une année à peu près. Et donc, quand ils sont retournés là-bas, quelques temps après, il y a 1 millier d'hommes, d'orpailleurs, qui sont venus les attaquer avec des chasseurs qui étaient devant eux et qui ont tiré à balles réelles. Le bilan des affrontements est lourd. Un gendarme et un agitateur ont perdu la vie. 8 gendarmes blessés et des dégâts matériels importants causés à la société African Gold Group opérant dans la zone. Des investigations sont en cours et 56 personnes ont été interpellées. C'est quelque chose que nous regrettons évidemment fondamentalement. On n'était pas dans une optique d'affrontement. Bien au contraire, ça fait 5 mois que nous avons essayé de développer un rapport avec les orpailleurs, avec les chefs coutumiers, avec les autorités administratives pour pouvoir trouver des solutions. Les gens sont partis sur le terrain, il y a des documentaires qui sont passés à la télé. Tous les jours, on est en contact avec les fédérations, les fêtières, et nous sommes dans une dynamique de dialogue. Le gouvernement entend mettre tout en œuvre pour faire respecter la loi. Élection du directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, c'est pour début septembre prochain. Cette fois-ci, le Mali a un candidat à ce poste en la personne du Dr Traoré Fatoumata Nafo. Cette candidature est soutenue en premier par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Dr Traoré Fatoumata Nafo est au micro de Tchessira Dambili. J'ai été un agent de santé au niveau district de santé, en tout cas le plus bas dans le système de santé national en milieu rural. J'ai travaillé au niveau national comme
directeur d'un des plus grands projets du Mali, un projet qui ne travaille pas que sur la santé, mais l'hydraulique rurale, les questions de population. Et j'ai travaillé au niveau d'un ensemble d'organisations internationales comme la Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la santé. J'ai été ministre de la santé de ce pays, un ministre du développement social, de la solidarité et des personnes âgées. Toutes choses qui font de moi une personne hautement placée pour pouvoir prétendre à cette fonction au plan régional pour aider à relever les défis de notre continent. Que comptez-vous apporter au juste à la gestion des problèmes de santé dans cette zone Afrique? Nous n'avons pas encore atteint les objectifs du millénaire, donc on les considère comme un agenda qui n'est pas fini. Et donc c'est de mon devoir de m'assurer que nos pays en matière de lutte contre le paludisme, lutte contre le VIH et le sida, nous puissions démultiplier les résultats positifs que nous avons eus jusque-là. Vous savez, le paludisme, la mortalité a été réduite de 50% en Afrique dans les 10 dernières années. En matière de lutte contre le VIH, la transmission de la mère à l'enfant a été réduite de 40%. Ça veut dire qu'on peut espérer une génération sans sida. Mais en plus de cela, nous avons un double poids des maladies transmissibles et non transmissibles. Vous avez vu la situation avec Ebola qui impose un risque sanitaire majeur. Les cadres nationaux du monde rural ont débuté une session de formation à la Direction nationale de l'agriculture. Elle porte sur l'amélioration de la capacité d'adaptation et la résilience face au changement climatique dans le secteur agricole au Mali. Un reportage de Fadem Baketa. Cette première session de formation des cadres nationaux vise à renforcer les capacités des points focaux des services techniques sur l'économie de l'adaptation au changement climatique. Elle s'inscrit dans le cadre du projet « Améliorer les capacités d'adaptation et la résilience face au changement climatique dans le secteur agricole au Mali ». Démarré en juin 2010, le projet est exécuté par la Direction nationale de l'agriculture. Nous fondons beaucoup d'espoir sur la portée de cette formation de 3 jours qui abordera des sujets comme les perspectives de changement climatique au Mali et leurs impacts sur les secteurs de l'agriculture, du tourisme et de la santé. L'atelier est la suite logique d'une série de formations des coordinateurs nationaux tenus entre 2013 et 2014, respectivement à Addis Abeba en Éthiopie et à Nairobi au Kenya. Il s'agit d'évaluer les coûts-bénéfices. Il s'agit d'analyser également en matière de TRI, c'est-à-dire le taux de rentabilité interne, et également voir avec les taux d'actualisation pour avoir les valeurs d'un projet sans le changement climatique et avec le changement climatique. Ce projet, c'est une initiative du gouvernement du Mali qui, en relation et en partenariat avec le FEM et le PNUD, donc, vise à réduire les risques d'insécurité dus au changement climatique ou les impacts des changements climatiques dans des zones reconnues comme vulnérables au Mali. La rencontre de 3 jours devra permettre aux coordinateurs nationaux et aux points focaux des services techniques du monde rural de prendre en compte les politiques et programmes nationaux relatifs à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté. Un autre atelier de formation, cette fois-ci sur la planification familiale, se tient à la maison de la femme et de l'enfant Rive Gauche. Cet atelier regroupe une trentaine de femmes de la commune du district de Bamako. Inaba, reportage. Durant 5 jours, la trentaine de participantes venues de la commune 2 du district de Bamako vont échanger sur plusieurs thèmes, à savoir la place de la planification familiale en matière de lutte contre l'infertilité, les IST et le VIH-Sida, les avantages de la planification familiale pour la mère, l'enfant, la famille et la société. Nous, notre mission, la mission de la maison de la femme, c'est de favoriser l'autonomisation de la femme. Une femme ne peut pas être autonome quand elle fait des enfants chaque année, quand elle est surchargée. Donc nous nous sommes dit qu'avant l'autonomisation, il faudrait que les femmes soient allégées au niveau de la famille. Il faudrait que les femmes soient en bonne santé pour qu'on puisse parler de l'autonomisation.
Le Mali est un pays où près de 80% des populations vivent dans les zones rurales. Celles-ci sont confrontées à d'énormes difficultés de tout genre qui sont entre autres la rareté des ressources, la pauvreté des familles, l'analphabétisme. Face à ce constat amer, la vie de nombreuses femmes et d'enfants sont menacées par des grossesses rapprochées ou indésirées, occasionnant plusieurs maux. Elles ont toujours joué un rôle prépondérant dans le développement de leur pays. Cependant, force est de reconnaître qu'elles sont toujours confrontées à d'énormes problèmes tels que les maladies sexuellement transmissibles, la mortalité infantile qui freine leur développement. La Maison de la Femme entend élargir cette formation à d'autres communes du district de Bamako. Le village de Niaré dans la commune de Tokuroba, cercle de Banamba, a été certifié lundi village propre. Ce projet de l'assainissement total piloté par les communautés ATPC a été mené en 7 mois par l'ONG Djigui en partenariat avec l'UNICEF et les services techniques d'assainissement. Le point avec Seydou Traoré. La certification du village de Niaré dans la commune de Toubakro en statut de fin de défécation à l'air libre témoigne le combat de cette communauté et son partenaire ONG Djigui pour les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. En effet, le village de Niaré a été classé champion parmi les 21 des communes de Toubakro et Toukourouba dans le cadre de l'assainissement total piloté par les communautés ATPC. Les populations de ce village champion en ATPC dans le cercle de Banamba ont donc dit adieu à la défécation à l'air libre en construisant des latrines avec des dispositifs de lave-mains. Le village avait 108 latrines et il y a eu 7 latrines, 115 latrines qui dépassent totalement le nombre de latrines. Si on fait même une extrapolation, c'est à peu près 5 à 6 personnes par latrine. Ici à Niaré, chacune des familles est dotée d'une latrine au niveau de laquelle il y a un dispositif qui empêche la prolifération des mouches à partir des fosses. Tous les membres des familles n'utilisent que ces latrines pour déféquer. Ici à Niaré, chaque latrine est équipée d'un dispositif de lave-mains. C'est à travers des déclarations fructueuses que le maire de Toubakro, les membres du comité d'assainissement et les agents de santé se sont engagés pour lutter contre l'insalubrité. Un combat bien possible avec le soutien financier de l'UNICEF, l'appui de l'ONG Djigui et l'accompagnement de l'administration. Le combat contre ces fléaux doit mériter toutes les énergies possibles pour en venir à bout. Et aucun sacrifice de notre part ne sera de trop. Avant la visite de quelques latrines propres, le représentant du directeur national de l'assainissement avait rappelé aux populations les avantages de l'ATPC. Pour nous, Tira, l'ATPC est un projet qui ne demande que la volonté individuelle. Près d'une trentaine d'enfants bénéficient en ce moment d'une colonie de vacances à l'ESTM. Un reportage de Lamina Keita. On trouve que la science est vraiment à la base de l'avancement de la société. La science est très importante, surtout au Mali. On trouve qu'il y a vraiment un manque d'éducation dédiée aux sciences. Donc c'est ça qu'on voulait apporter au pays. C'est par ça. Et puis le chef de l'équipe, il est ingénieur électrique. Donc c'est vraiment son domaine. Moi, je ne suis pas scientifique en tant que telle. Je suis plus basée dans les sciences humaines. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment et que je pense pourra vraiment changer l'Afrique en général et l'Afrique de l'Ouest et le Mali en particulier. Qu'on essaye de faire penser aux élèves ou de les faire comprendre leurs responsabilités sociales. Ces élèves surtout, ils ont eu une belle vie. Ici à Faladier, ils ont eu une vie beaucoup plus aisée que d'autres enfants du Mali. Et on veut vraiment les faire comprendre à quel point c'est à eux de faire une différence pour leur pays. C'est à eux de vraiment contribuer au développement de la société. Par exemple, notre dernière semaine est consacrée pour un projet de groupe de 2 personnes, 2 élèves, qui auront la chance de parcourir le voisinage, regarder un peu autour d'eux et voir en quoi eux, ils pourraient contribuer au développement de la technologie. Par exemple, quelque chose de tout petit, ils pourraient construire des petits fours qui fonctionnent avec un ventilateur. La colonie de vacances dure 7 semaines en tout. Donc ça va arrêter, je crois, le 24 ou le 25. Et puis on aura notre graduation, notre fin à la Cité des Enfants. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'info le soir avec Aoui Touré. Bonne suite des programmes de l'ORTM.